C'est quel extrait que vous diffusez Écoute, je sais pas encore. C'est puis... Je me demandais si j'allais pas passer la bande-annonce, on va voir. Ouais. J'aime bien la musique aussi que les réalisatrices ont trouvé chouette. Ouais, on trouvera un moment un peu sonore comme C'est ça. vrai, il faut en parler du générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine dans Aparté, nous allons parler d'un podcast produit par France Inter. Et je suis heureuse d'animer cet épisode avec Jean-Baptiste Diebold. Nous sommes exceptionnellement dans un studio de Radio France. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Élise, Colette et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Nous recevons aujourd'hui Sarah Guibaudot, rédactrice en chef à France Inter, conceptrice et productrice du podcast 13 novembre, L'Enquête. Bonjour Sarah. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, merci Sarah d'être l'invitée d'Aparté, qui est le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Alors Sarah, ta série de 9 épisodes a dépassé les 2 millions d'écoutes. C'est exceptionnel. Avant d'en parler, on va se plonger un peu dedans. « 13 novembre, L'Enquête ». Une série en podcast de France Inter. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Je suis venu au théâtre, c'est une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter. Je suis Sarah Guibaudot, journaliste à France Inter, et je vous propose de reconstituer le parcours des terroristes de Paris et de Bruxelles. Épisode 1, 13, 11, 15. Alors Sarah, tu es journaliste à France Inter. Première question simple, pourquoi ce format de podcast natif et pas une émission à l'antenne ? Des émissions à l'antenne, on en a fait énormément sur les attentats de 2015, sur le 13 novembre. Moi, je travaille quand même surtout en format news, c'est-à-dire en format assez court. Donc, j'étais au service police-justice de France Inter. Je suis cette enquête. Alors, donc, au jour le jour, je vais vous révéler que les enquêteurs ont trouvé dans un ordinateur, par exemple, le testament de Salah Abdeslam, qui nous explique un peu plus dans quel état d'esprit il était, ou que des membres du commando ont été arrêtés en Autriche, ou qu'on a identifié le commanditaire, par exemple. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, ça devient compliqué. Je le voyais même à la réaction des présentateurs de France Inter, que certains avaient perdu le fil, qu'il y avait trop de personnages, entre guillemets, que... C'est à peu près à quelle époque, tu te souviens ? Je pense que c'est pendant l'enquête, arrivé 1 an, 2 ans après. Par exemple, 2017, voilà. Alors tout le monde se souvient du survivant des commandos de Salah Abdeslam. Mais est-ce que vous savez que le commanditaire, c'est Oussama Attar ? Voilà, je crois que au bout d'1 an ou 2 quand même, alors que l'enquête judiciaire continuait de nous apprendre des choses absolument passionnantes, moi je trouve, sur comment ont été fabriqués ces attentats, comment ils s'inscrivent dans cette vague djihadiste qu'on a connue ces dernières années, ça devenait plus difficile de le raconter sous un format 1 minute, 2 minutes dans la matinale. Voilà, il y avait un moment, il fallait restituer la vision d'ensemble et recoller un petit peu tous ces morceaux. Et c'est le moment où effectivement France Inter a lancé sa politique de podcast natif, où je me suis dit ça c'est un format qui permet d'être à la fois dans la narration, dans le documentaire, et je vais pouvoir utiliser, alors je pense qu'on n'a pas du tout réinventé la radio, le feuilleton, la série, c'est des choses qui existent depuis très longtemps, mais là je me suis dit que c'était vraiment à exploiter pour ce projet. En fait, il n'y avait aucune case d'antenne dans laquelle ton projet pouvait rentrer, c'est ça ?
Ah mais si, on pouvait tout à fait. D'ailleurs, si, ça pouvait rentrer dans une case d'antenne. Par exemple, Thomas Legrand qui avait fait son podcast à la Hussarde, C'était le premier, c'était à la lui, hein, fois, je crois. Enfin, oui, de la rédaction en tout cas. Et c'était, il y a eu à la fois une série d'émissions l'été, puis voilà, et en même temps le format podcast. Alors, est-ce que 13 novembre, l'enquête aurait pu occuper une place à l'antenne dans l'absolu? Pourquoi pas? En même temps, il y avait, voilà, moi j'étais, le procès c'est dans un an, donc c'était peut-être pas le bon moment non plus pour le mettre à l'antenne. C'est quand même aussi un propos assez dur parfois, bien sûr. donc il fallait trouver la bonne place. Bon voilà, après voilà, moi c'est pas c'est pas moi qui décide de mettre à l'antenne ou pas à l'antenne. En tout cas, de toute façon, ce format, ce podcast a trouvé son public effectivement, et il n'a pas du tout été décliné à l'antenne, en fait. Toi, tu alors, couvres, de il a toute été façon. décliné à l'antenne si la semaine de sa sortie, mais entre 23h et minuit, et le week-end aussi assez tard. Ah, les épisodes ont été diffusés. Ouais, D'accord. ouais. Mais il a été conçu podcast et puis ensuite diffusé, comme ce qu'avait fait Thomas Legrand avec sa série. Ouais, sur la mais présidentielle. voilà, mais l'idée c'était vraiment de. Alors bon, déjà, je pense qu'il y a une réflexion globale qui n'est pas forcément moi mon propos de journaliste, mais qui est de dire on veut attirer effectivement une jeune génération qui a cette culture du podcast et qui n'a plus forcément le réflexe d'allumer un bouton sur 87.8 sur la bande FM. Donc on veut effectivement parler aussi à d'autres personnes et c'est l'occasion. Et puis, donc voilà, il y avait ce côté-là. Et puis, moi, c'était vraiment, je vous dis, profiter d'un format qui n'est pas courant, effectivement, à l'antenne. Ici, ça s'est bien passé quand tu as proposé le sujet, puisque tu t'insérais dans une politique, enfin en tout cas un début de politique ou de stratégie de France Inter et de Radio France sur les podcasts natifs, ou est-ce que c'était vraiment ovni, bizarre de proposer ça? Non, c'était effectivement assez logique. Après, c'est toujours. Enfin, en tout cas, moi, voilà, j'ai entendu Thomas Legrand à la Hussarde. Mais c'est J'ai vraiment toi envoyé qui as un eu mail. l'idée. Ah oui, c'est Voilà, vraiment, et c'est qui a parti de moi. impulsé. Voilà, c'est parti Voilà, de toi. j'ai vraiment. En plus, je me disais, voilà, j'ai essayé de le vendre à ma direction en disant, voilà, écoutez, dans 1 an, 2 ans, il y aura le procès. Aujourd'hui, on est 4 ans après, donc l'enquête judiciaire, les choses sont un peu cristallisées. Au départ, on peut partir sur plusieurs pistes. Là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on sait. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour raconter ça. Après, la direction a choisi de me faire confiance et c'était parti. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait refaire, honnêtement, d'exploiter les enquêtes ou des sujets qui se prêtent comme ça à une narration longue sous ce format-là. Alors, par rapport au changement que ça peut impliquer, par rapport au travail auquel tu es habitué, est-ce que tu as trouvé ça compliqué d'avoir autant de liberté finalement, que ce soit en termes de durée ou en termes de narration? Parce que quand tu vas dans une émission, il y a quand même une ligne éditoriale de l'émission. Là, tu avais vraiment du coup carte blanche en termes de durée et de ligne et d'angle. Alors non, j'ai pas trouvé ça si compliqué. C'est sûr que quand on est habitué comme moi à des formats très courts, il faut voilà, c'est une autre écriture. En même temps, moi j'avais eu l'occasion déjà d'écrire un livre d'enquête. Enfin voilà, quand on est journaliste quand même, on sait jongler un peu avec les formats. Moi j'ai trouvé ça plutôt vraiment enthousiasmant. Après, ce qui a été plus déroutant pour moi, c'est quand on a commencé à m'expliquer, mais tu sais Sarah, le podcast, faut parler à la première personne. Alors c'est très loin de ma culture. Comment c'est venu ce sujet qui te l'a dit? Ah bah par exemple, ça c'était notamment des conversations avec mes réalisatrices, parce que j'ai travaillé avec des réalisatrices donc, qui étaient chargées de la mise en onde, donc, qui ont trouvé le générique, la musique, voilà, et qui m'ont dit, voilà, et puis il faut que tu parles, et même la directrice de France Inter, Laurence Bloch, me l'avait dit, il faut non seulement raconter donc, cette histoire, mais aussi expliquer comment tu travailles, voilà. Et c'est très intéressant d'ailleurs, je trouve que ça fait partie d'une charte un peu de transparence et d'une nouvelle relation à l'auditeur, si on peut en même temps lui expliquer voilà, pourquoi je vous raconte ça, comment je le sais, d'où ça vient, et puis qu'est-ce que je ne sais pas aussi, pourquoi je fais plusieurs hypothèses et finalement on ne peut pas trancher. Ça, c'était c'était la démarche pour moi qui tranchait avec mon travail habituel. Et au final, de dire t'en retires quoi? C'est quoi la bonne manière de le faire, quelque part entre trop d'intime et trop
trop de neutralité, peut-être comme on a l'habitude ? Moi, honnêtement, l'intime, j'y tiens pas du tout. D'ailleurs, j'en fais quand même très peu au final, hein, sur les 9 parce que là, tu épisodes. l'as fait par petites touches. C'est ou par petites tu dis, là, je suis un touches. peu gênée par tel et tel aspect, ou j'ai remarqué ça. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment, c'est pertinent quand il s'agit d'expliquer mon travail, comment je procède, et sans doute que j'aurais pu aller un peu plus loin et prendre encore plus le temps de le faire. Pourquoi je vous dis ça, comment je le sais, les questions que je me pose, les questions que d'autres se posent, les doutes que je peux avoir. Voilà, ça c'est une démarche journalistique intéressante, je trouve. Et alors sur l'écriture elle-même, donc tu commences premier épisode par donc la fameuse soirée du vendredi 13 novembre, et après tu reprends un fil chronologique. Comment s'est passée l'écriture et est-ce que tu es très vite arrivé sur ce principe chronologique ? Ça a été une grosse prise de tête, ça, de savoir dans quel sens et comment j'allais raconter les choses. Et puis oui, revenir à la bonne vieille chronologie reste, à chaque fois qu'on est perdu, valeur sûre. C'est la valeur sûre. C'est voilà, même si on est obligé là de faire quelques allers-retours, par exemple quand je m'intéresse aux commanditaires et que je veux replonger dans cette phase absolument fondatrice et cruciale pour la mouvance djihadiste qui a été l'intervention américaine en Irak en 2003. Voilà, il y a quelques moments où il faut absolument s'autoriser les allers-retours, mais sinon s'en tenir à la chronologie était à mon avis la seule façon de rendre les choses lisibles, puisqu'on est quand même dans une histoire longue, encore une fois avec beaucoup de personnages, même si j'ai essayé de recentrer là aussi, mais voilà, pour ne pas perdre complètement les auditeurs. Et tu as essayé de t'imprégner d'autres podcasts, alors je ne sais pas, peut-être de la radio publique, justement aux États-Unis, NPR, ils ont fait des énormes succès en podcast. Est-ce que tu as cherché de l'inspiration ? Oui, j'ai écouté Serial, évidemment, et j'ai trouvé ça passionnant. Et d'ailleurs, là, dans Serial, elle s'implique beaucoup plus. Elle s'implique beaucoup plus, et c'est pour ça que moi je trouve que j'aurais pu le faire aussi, mais ça prend encore plus de temps. Et il aurait fallu être encore plus détaillé, parce que alors, elle, c'est un niveau de détail dans les faits, qui est passionnant, mais voilà, je pense que ça pourrait se faire sur, par exemple, si j'étudiais un crime ou un fait divers, mais peut-être un peu plus simple quand même. Elle s'intéresse souvent, elle part d'une affaire et pas qui n'implique pas autant de monde et avec un peu quand même cette dimension un peu historique et géopolitique qui transparaît, je pense, dans 13 novembre, l'enquête. Peut-être si tu t'enregistrais au jour le jour, et donc du coup, tu pourrais, sans savoir la fin, raconter ton processus, quoi. Oui, alors en plus, elle, effectivement, parfois c'est fascinant. Moi, je me mets à sa place, quelle angoisse. Elle ne sait pas chaque semaine ce qu'elle va pouvoir raconter. Parfois, elle n'a pas trouvé grand-chose, il faut quand même le dire. Bon, effectivement, on n'était pas exactement dans ce format-là. Et de tes écoutes, est-ce que tu as retiré une idée que tu as vraiment appliquée par rapport à ta pratique peut-être habituelle ? Non, mais je crois que tout simplement, à la fois ce qui est pertinent au niveau journalistique et ce qui fonctionne chez les auditeurs, c'est l'histoire, quoi. C'est le récit. C'est vraiment cette trame de raconter les choses. Moi, quand je ne sais pas comment faire, je reviens toujours à ça. Voilà, sujet, verbe, complément, les faits, ce qui se passe et l'histoire est suffisamment forte et captivante en soi pour nous emmener. Au final, la totalité de tes 9 épisodes font à peu près 3h30, je crois. Est-ce que tu savais dès le début que tu partais pour cette durée et ce nombre d'épisodes ? Oui, j'étais vraiment partie dès le début sur une dizaine d'épisodes. Après, encore une fois, il n'y a pas de limite. On aurait pu faire beaucoup plus. Bon, c'est aussi quand même une question de temps et de moyens. L'incertitude qui était aussi de se demander est-ce que les gens ont envie de se replonger dans cette histoire. Par exemple, le public auquel on s'adresse, notamment les jeunes qui écoutent des podcasts, c'est aussi ceux qui ont été le plus directement touchés souvent par les attentats de Paris. Moi, j'en connais qui m'ont dit, même à la sortie du podcast, oh, c'est terrible, je n'y arrive pas. Enfin, je n'y arrive pas encore à me replonger dedans. Voilà. Et puis, est-ce que les gens ont vraiment envie d'écouter ça sur une durée si longue ? Moi, c'était une question que je me posais. Et là, les premiers résultats
résultats qu'on a, donc vous l'avez dit, près de 2 millions de personnes qui ont écouté le podcast. Et d'après les premières indications, quand ils commencent, ils vont au bout des 9 épisodes. Et ça j'ai trouvé ça extrêmement positif. Et ça me conforte dans l'idée que oui, on peut faire des choses encore plus longues. La durée des épisodes, environ 20-25 minutes par épisode, là aussi, vous étiez dit délibérément, on ne fait pas un épisode d'1 heure, enfin, on ne fait pas des épisodes d'1 heure. Non, on était parti sur 10-15 minutes, ça a vite débordé. En même temps, je crois que les épisodes, ils vont entre 17 et 30 minutes. Ouais. Donc ça, je trouve ça génial aussi de se dire, bon, voilà, on va pas se prendre la tête à faire 20 minutes absolument. Alors peut-être que j'aurais dû respecter un peu plus de continuité. Là, en tout cas... On l'a pas fait. Non, il n'y a pas eu de... Si vous voulez, j'ai quand même été contrainte par une chose, c'est les interviews, les témoignages. J'aurais aimé en avoir plus. Pour diverses raisons, il y en a, ça n'a pas fonctionné, ou il aurait fallu faire un travail d'enquête encore plus poussé pour avoir encore plus de témoignages pertinents. J'ai essayé de garder vraiment que des témoignages, vraiment des gens qui pouvaient raconter de manière assez directe ces choses-là. Alors, c'est pas évident parce que beaucoup sont morts ou en prison ou n'ont pas le droit de parler parce que secret de l'instruction, secret défense. Donc, j'ai quand même été contrainte par ça. Je pouvais pas faire que de la narration. Mais après, sur la durée, je sais pas. Non, ça, c'est venu assez naturellement autour d'une vingtaine de minutes. En parlant aussi de durée, tu l'as évoqué, combien de temps ça t'a pris d'écrire et de réaliser ce podcast? Alors ça, c'est un peu la question piège parce que je crois que je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas suivi pendant 4 ans cette enquête pour la direction de France Inter. Je n'ai pas eu à me plonger dedans, là, pour le podcast, sachant que moi, je travaille, par exemple, sur la base du dossier judiciaire qui comporte 40 000 sous-dossiers. Enfin, c'est quelque chose de totalement monumental. Plus, voilà, donc si j'ai pu le faire, c'est parce que j'avais suivi ça pour France Inter et donc je connaissais déjà bien le dossier quand je me suis lancée dedans. Après, j'ai travaillé en fait, c'était un peu sur mon temps libre, c'était le deal pour ce qui est de la conception et de l'écriture. Et après, à la rentrée de septembre, j'ai eu 1 mois et demi dégagé puisque là, il fallait vraiment travailler avec les réalisatrices notamment, donc finir le montage des interviews, l'écriture, et puis enregistrer, mixer. Et ça, c'est vraiment très précieux, je trouve, parce qu'il y a vraiment un très beau travail de réalisation sonore aussi, avec les réalisatrices de France Inter, qui sont dédiées à ces podcasts, d'ailleurs, comme Fanny Boyon et Anne-Sophie Ladonne, qui ont trouvé, par exemple, la musique du générique, qui ont suggéré plein de choses, et où il y a vraiment c'est un beau produit sonore. Ça, c'est aussi ce qui change par rapport à mon travail quotidien sur les formats courts. Ouais. Ça, c'est des choses que tu fais pas du tout dans ton travail de journaliste radio. Tu travailles avec les réalisatrices? Non, ça se fait sur des émissions comme Interception, où c'est déjà un reportage de 50 minutes. Mais sinon, au quotidien, sur les formats courts, non. Et donc, du coup, tu disais 2 réalisatrices, c'est ça? Quels étaient les moyens mis à ta disposition pour aller jusqu'au bout du podcast? En gros, chaque semaine, oui, alors bien sûr, on a les studios d'enregistrement. Il faut avoir aussi chaque semaine un technicien qui soit disponible une demi-journée pour finir le mixage. Les réalisatrices, donc il y a une équipe de 2 réalisatrices qui se relaient. Donc, disons, à chaque fois, il y avait moi, la journaliste productrice, plus une réalisatrice à plein temps disons qu'on essaie de faire 2 épisodes par semaine, ce qui est quand même déjà assez... on n'a pas perdu de temps. Et les interviews qu'on entend, tu les as toutes faites pour l'occasion, pour le podcast, ou il y en avait 1 ou 2 que tu avais déjà faites plus tôt? En fait, ces interviews, quasiment, c'est que des gens que je connaissais ou que j'avais déjà interviewés. Oui, tu avais les contacts. J'avais les contacts, je savais ce qu'ils pouvaient me dire, et je les avais, la plupart, je les avais enregistrés au fil de l'eau dans l'année précédente.
D'accord. J'avais rencontré le procureur. Alors voilà, j'avais eu une journée dégagée pour aller à Bruxelles où j'avais passé du temps avec le procureur fédéral belge, que je remercie pour sa disponibilité. Voilà, mais je les avais tournés avant en général. Et t'es partie avec un technicien ou tu as tout Non, fait toute seule? non, ça, non, pour la prise de son, j'avais pas de technicien. Alors du coup, moi c'est vrai que j'avais vu, pour terminer un peu sur cette partie réalisation, la série documentaire sur Netflix, qui elle reste vraiment sur le 13 novembre. Toi, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'aller en Syrie, enfin voilà, on te suit, ou on suit les personnages en Syrie, en Belgique, en Grèce. Est-ce que au final, tu dirais que le plus difficile dans ce projet, ça a été quoi? Ça a été de le mettre en forme, de le concevoir, de trouver le temps. Au final, tu en penses quoi? Non, au final, effectivement, moi, Netflix, j'ai adoré leur documentaire, donc je voulais pas refaire la même chose, et notamment, alors, on a estimé qu'il était important de re-raconter quand même un peu le 13 novembre pour situer les personnages, savoir d'où on partait, et moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement le parcours des terroristes. Alors, effectivement, il y a encore des zones d'ombre, et notamment un des points les plus passionnants, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie, puisqu'à part donc Salah Abdeslam, tous ceux qui sont venus commettre les attentats du 13 novembre et ensuite de Bruxelles en mars 2016 ont fait ce séjour très important dans leur parcours en Syrie ou en Irak au sein du groupe État islamique. Et donc là, il y a des témoins, il y a des revenants qui ont raconté des choses à la justice, c'est encore assez parcellaire. Il y a aussi, et ça a été très intéressant pour moi, de donner aussi la parole aux reporters de guerre, aux grands reporters qui avaient aussi approché cette réalité-là, soit en allant sur le terrain, soit comme mon collègue Omar Ouaman, en interviewant ces djihadistes en 2013-2014, quand on était tous à s'interroger sur cette épidémie de djihadisme qui touchait des centaines de jeunes Français. Ou encore Nicolas Hénin. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on connaissait le fait qu'il avait été otage, mais moi, je n'avais jamais fait le rapprochement qu'il avait fréquenté ces types-là, en tant que geôlier, du coup. Oui. Alors ça, le témoignage de Nicolas Hénin est absolument passionnant aussi de ce point de vue-là, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je voulais faire. Je pense qu'il transparaît un peu, c'est que cette mouvance djihadisme, c'est un tout petit monde aussi. Il y a le 13 novembre, mais il y a des liens avec beaucoup d'autres attentats, avec beaucoup d'autres noms qui sont connus en ce moment. C'est ce que nous disent d'ailleurs les magistrats antiterroristes. C'est quand même aussi un petit monde. Et oui, Nicolas Hénin a eu le malheur de côtoyer notamment l'artificier des attentats de Paris et de Bruxelles, et donc d'être le témoin, je pense, d'une étape importante dans leur parcours et leur formation. Ces jeunes qui partent en Syrie, qui sont au départ vraiment de la chair à canon, et puis dont beaucoup d'ailleurs vont être dégoûtés et vont rentrer en France, et puis pour ceux qui persévèrent vont parfois prendre du galon, donc en devenant les geôliers, les tortionnaires des otages occidentaux, et puis pour certains ensuite en étant impliqués dans ce qu'on va appeler journalistiquement le bureau des attentats ou la cellule OPEX, comme en parlent les magistrats antiterroristes, ceux qui vont être chargés d'orchestrer la campagne d'attentats en Europe. Et tu as en tête une saison 2 ? Oui, j'avais en tête une saison 2, mais là, elle est au point mort parce qu'il faudrait de nouveaux témoignages. C'est des gens qui sont aujourd'hui en prison. C'est des gens... voilà. Je pense qu'il nous reste quand même des choses à apprendre. Je pense que voilà, si certaines personnes sortent de prison, ou peut-être s'il y a un moment après le procès, sans doute, certains magistrats antiterroristes ou spécialistes du renseignement s'autorisent à parler, je pense qu'il y a matière à faire une saison 2. Oui. Le procès nous apprendra rien, tu penses ? Moi, c'est ma crainte. C'est ce que tu dis à la fin dans ton c'est ma crainte parce que c'est quand même l'expérience... j'ai envie de dire, c'est quand même l'expérience des procès antiterroristes. Il y a une loi du silence, les gens, de toute façon, les accusés n'ont pas intérêt à s'incriminer.
Et puis, il y a aussi alors, on verra si le contexte a changé l'année prochaine, puisque le procès, il est prévu normalement en janvier 2021, mais moi, je crois qu'il y a une forte pression à la fois de cette mouvance djihadiste éventuellement qui s'auto-entretient aussi en prison sur les accusés, et que voilà, en tout cas ceux qui n'ont pas parlé dans l'intimité, on va dire, du cabinet du juge d'instruction, parler dans un procès devant les autres et dans un procès aussi hyper médiatisé, j'y crois pas beaucoup, mais et d'ailleurs, un des regrets que j'ai dans le podcast, c'est que j'ai pas eu le temps de m'attacher suffisamment à la personnalité de Salah Abdeslam, justement, qui sera sans doute le principal accusé, et dont le parcours est absolument fascinant. C'est-à-dire, moi, ma conviction, ce que j'essaye d'expliquer dans le dernier épisode, c'est que oui, il s'est dégonflé le 13 novembre. À l'évidence, tout son comportement et le déroulement des faits de cette soirée-là le montrent. Sauf qu'en fait, il n'a pas d'issue de secours possible. Effectivement, il est trop impliqué. Il sait que les enquêteurs vont remonter jusqu'à lui très vite. Donc, il n'a pas de porte de sortie. Donc, il retourne au sein de la cellule terroriste. Et puis, son frère, lui, s'est fait exploser à Paris. Et je pense qu'il a cette pression du groupe qui va le pousser au contraire à défendre l'idée que c'est pas de sa faute, que c'est sa ceinture qui n'a pas fonctionné, mais que oui, il était prêt, et à revendiquer les attentats. Malheureusement, je suis pas. Enfin, il est très clair que l'enfermement dans lequel il est aujourd'hui, voilà, est-ce que ça va le pousser à l'introspection et à changer sa position ? Je vois pas très bien comment, honnêtement. Pour revenir sur le podcast, et le podcast notamment dans une radio publique, tu penses que ça remplit, au final, d'avoir fait cet exercice-là, ça remplit quel objectif pour la radio ? Et puis toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier ? Alors pour la radio, moi je trouve qu'on est vraiment dans notre fonction de service public. C'est quand même un événement majeur de notre histoire contemporaine, même une page importante qui a eu des répercussions géopolitiques, sociales, politiques. Et donc essayer d'expliquer un peu en détail les faits, le déroulement. Moi je trouve que je suis très contente de l'avoir fait, et je pense que ça avait toute sa place et que voilà, c'est vraiment la mission. Ça fait vraiment partie du cahier des charges et de la mission de France Inter. Qu'est-ce que ça m'a apporté, moi ? Voilà, c'est assez personnel. Moi, j'étais à la fin d'un cycle. Je savais que j'allais quitter le service police-justice pour me tourner vers d'autres fonctions. Et moi aussi, ça m'a évidemment beaucoup marqué ces dernières années. Et j'avais envie encore une fois, de recoller les morceaux et de laisser un produit qui me permette pas de mettre un point final, mais en tout cas de faire j'espère, un bon résumé de ce que je savais à ce moment-là. Et de cette expérience, tu retires un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de faire un podcast d'enquête ? C'est encore un genre pas extrêmement développé, mais qui le mérite très probablement. Ah oui, moi je trouve que ça... Et d'ailleurs, mais je suis sûre que ça va fleurir. C'est très clair que là, aujourd'hui, beaucoup de journaux se mettent à faire des podcasts et que ça va se développer. Et nous aussi, à France Inter, on va en faire d'autres. Des conseils, écoutez, je ne sais pas. Effectivement, il faut rester sur... rester sur le récit. Finalement, la narration, c'est une manière assez simple. Raconter factuellement les choses. Quand on travaille dans le domaine de l'enquête, la réalité dépasse toujours la fiction. Donc, toute la matière est là pour la raconter. La chronologie, ça reste effectivement la valeur sûre. Et peut-être aussi, tu disais, ce que je trouve intéressant, l'expertise sur un sujet, parce que ça demande beaucoup de travail, en fait, de se plonger dans une grande enquête comme ça. Ah oui, moi je pense que c'est vraiment je pense que des journalistes qui ont creusé une enquête ont tout intérêt à utiliser ce format-là, effectivement. Mais je vois que au Monde, ils commencent à le faire. C'est une suite assez logique. Merci beaucoup, Sarah Guivaudot, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau d'innovation dans les médias. Salut Élise. Salut Jean-Baptiste, salut Sarah.
Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Design graphique Benjamin Leble. Communication Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore Boris Leble.